Je sais pas pourquoi, mais depuis quelque temps, à chaque fois que je pars, j'ai l'impression que ça va être la dernière fois. Ça me fait ça depuis, je pense, les États-Unis. Et bizarrement, ça continue. Quelque chose ne va pas chez moi. Je sortais d'un hiver sans boussole et d'un brouillard que je n'arrivais pas à nommer. Mais j'étais pas perdu. Alors pourquoi avoir besoin d'une boussole ? Ce dont je me rappelle, c'est que j'étais pas vraiment là. Enfin, je veux dire, pas physiquement, mais en fait, je savais plus où j'étais. À vrai dire, je faisais probablement face pour la première fois de mon existence à des questions que je ne m'étais encore jamais posées. Des questions qui prenaient la forme de nuages gris, épais, au-dessus de moi, avec comme sensation qu'ils allaient rester. Mais moi, je voulais qu'ils partent. Je criais dans tous les sens. Et j'avais beau hurler pour qu'ils s'en aillent, aucun ne m'écoutait. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Voilà 1 an et demi que je n'étais pas parti en solo. Bien sûr, j'ai vu les Balkans, mais rien qui m'oblige à affronter cette part de mon existence. J'avais devant moi un temps compté, mais au fond, je savais qu'il fallait que je parte. Quoi qu'il en coûte, il me fallait une dose de solitude. Mais où ? Je crois bien que j'ai une idée, mais j'ai toujours refusé d'y aller. Trop gris, trop pluvieux. Un pays réputé pour sa rudesse comme lorsqu'on se confronte à un miroir sans teint. La North Coast 500, une boucle, simple, 1000 km, 5 jours. Après réflexion, j'y ai finalement vu le moyen potentiel d'explorer ma part d'obscurité et des questions qui fâchent. Celles que l'on s'interdit d'entendre comme on s'empêche de dire je t'aime à ses parents. Et si la route avait des choses à me dire ? Et si là-bas, il y avait des virages que l'on se prend comme on se ramasse une claque en pleine figure ? Des paysages qui vous arrachent un soupir, ou des légendes qui vous murmurent ce que vous n'avez encore jamais osé vous avouer. Il n'y a jamais de bon moment pour partir, c'est une certitude. Mais parfois, dans un instant de grâce, c'est le moment lui-même qui te choisit. Je m'appelle Ben Blake, et voici mon récit. Il m'a quand même fallu un peu plus de 2 jours juste pour arriver là. Alors ça dépend d'où vous êtes en France, mais si vous êtes du sud, c'est 3 jours. Hein. Et 3 jours bien roulés quoi. Allez, je suis à quelques kilomètres d'Inverness et on va enfin commencer cette supposée mythique North Coast 500. En tout cas, je suis venu chercher la pluie pour la première fois de ma vie. Et il fait un temps magnifique, mais comment c'est possible ? Inverness étant le point de départ officiel de la NC 500, c'est après plus de 900 km pour y arriver que je prenais enfin la route de ce voyage. Mon premier en solitaire depuis l'Amérique. Et le premier tout court depuis le Monténégro. Alors ici c'est le point de départ de la North Coast 500. Alors j'ai une chance, ou une malchance, je sais pas. Il fait un temps splendide. Il y a très peu de nuages. Il n'y a aucune pluie à l'horizon. Je crois que je suis béni des dieux pour une fois. Ah bon, allez. Direction le Grand Nord.
C'est noyé de doute mais décidé que je prenais la North Coast 500, direction la mer du Nord. Je commençais tranquillement à goûter aux horizons écossais, et même si je m'en doutais un peu vu la basse saison, il était assez clair que je ne croiserais que très peu de voyageurs à moto. Oh la vue quand t'arrives! Ah, il y a du vent mais ça vaut le coup, hein. À peine parti, je fis la découverte des single tracks de la plus belle des manières. Honnêtement, j'aurais pu difficilement exiger meilleur début pour ce voyage. Alors j'avoue que là, le côté plus agréable, c'est qu'en fait il n'y a personne. Alors pour la petite histoire, le nord de l'Écosse, les Highlands ici, manquait d'une route un peu mythique et en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient plusieurs routes comme ça qui étaient un peu pas rassemblées. Ils se sont dit tiens on va créer un peu de toutes pièces une histoire et on va rassembler toutes ces routes en une seule qu'on va appeler la NC500, la North Coast 500. Et on va dans notre communication raconter que elle peut s'apparenter à la route 66 aux États-Unis. C'est la route 66 écossaise. Et c'est en fin d'après-midi que j'arrivais sur les lieux de ma première légende. C'est quand même très très impressionnant. Sur la côte nord-est se dresse le château de Dunrobin, forteresse ancestrale des ducs de Sutherland. Avec ses airs de conte français posés sur une terre culte, Dunrobin semblait né d'un rêve. Mais derrière ces façades du XIIIe siècle, une légende se murmure entre les pierres. On raconte qu'une jeune fille du clan Sutherland, Margaret, fut un jour promise à un noble qu'elle n'aimait pas. En réalité, son cœur appartenait à un homme d'un autre clan, ennemi des siens. Alors, pour étouffer cet amour interdit, son père la fit enfermer dans la haute tour nord. Là, seule face à la mer, elle pleura des jours entiers, les yeux tournés vers l'horizon et le souvenir de celui qu'on lui avait arraché. Une nuit, dans un silence habité par la mer et le désespoir, elle noua ses draps, corde fragile tressée d'espoir, et tenta de fuir. Mais au dernier pan de mur, la corde céda. Son corps s'écrasa dans les jardins, la laissant alors tragiquement inerte. La légende dit que ce soir-là, le vent se figea des heures durant. Depuis, lors des nuits d'orage, quand la mer frappe les falaises avec rage, on entend encore un cri léger flotter entre les tourelles. Comme si l'Écosse elle-même pleurait ses propres fantômes. Alors je sais pas s'il y avait une princesse encore enfermée dans ce château, mais en tout cas, ça avait le mérite d'être magnifique. Alors que le vent soufflait comme jamais, le soleil, lui, était parfait. J'ai perdu 3 ou 4 degrés, mais alors le ressenti, il a baissé bien plus que ça. Hein. Ah, ça caille! Tout ceci me rappelait à quel point le voyage à moto est l'un des plus efficaces antidouleurs contre le vague à l'âme. Il oblige l'esprit à être vif, à s'ajuster au virage. Une fois en selle, on cesse de penser pour ressentir. Je crois que c'est la seule philosophie que je connaisse à ce jour,
qui soit dénué de tout discours. Ok. Après des heures et une déclaration sortie du cœur, Allez, je vais avoir envie de chier là. ouais, on va essayer de rester classe quand même, non? C'est ça, c'est le Impala. Putain, c'est génial. Mais je vais être tranquille. J'ai fini par trouver une auberge dans la petite ville de Wick, non loin du mythique point John O'Groats, pour lequel j'ai une sympathie toute particulière. Mais ça, on le verra plus tôt demain. D'abord, la dame de l'auberge m'a fortement conseillé d'aller voir un château situé à seulement 15 minutes de là. Et puis, j'ai fini par prendre conscience que ça valait particulièrement le coup. Et parfois, une image vaut 1000 mots. Regardez plutôt. Perché sur les falaises à proximité de Wick dans le Caithness, le château de Saint-Clair et Girnigo est l'un des plus anciens d'origine écossaise encore debout. Érigé au XVe siècle par William Sinclair, comte et membre influent du puissant clan Sinclair, il était à la fois résidence et forteresse et fut le témoin de rivalités féodales, d'assauts maritimes et même de trahisons familiales. Par exemple, en 1577, le château fut le lieu d'un sombre épisode. Le comte George Sinclair y fit emprisonner et mourir de faim son propre fils, alors accusé de conspiration. Dominant la mer du Nord, face au vent du large, l'ensemble forme un château labyrinthique aux passages étroits. Aujourd'hui en ruine mais chargé d'histoire, le château veille encore sur les falaises battues par les vagues, offrant aux voyageurs une vision historique poignante de la grandeur des clans écossais. C'est sous d'énormes bourrasques de vent que je partis m'endormir après ce premier jour. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, cet hiver, j'ai eu un coup de fatigue. Mais un coup de fatigue assez profond où je me suis posé des questions sur... En fait, je me demande si j'ai encore ma place dans tout ça. Si j'ai des choses à dire, si j'ai des choses à écrire, si j'ai encore ma place. Ça va faire 6 ans, 7 ans, plus que ça, 8 ans. Ça va faire 8 ans que je fais ça. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est la perte de goût pour tout ça. Parce que c'est fatigant, partir seul, tourner seul. C'est merveilleux sur plein de points. Mais parfois le pourcentage de pénibilité il est plus élevé contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas juste kiffer et rouler, c'est des milliards d'autres choses à côté. Et le pourcentage de choses qui font du bien, il est parfois plus bas. Et donc c'est dur de trouver l'étonnement. En fait c'est très dur de me sentir dans le même état qu'il y a 5, 6, 7 ans, où tout était découverte. Mais au-delà de ces questions sur le voyage qui, à l'heure où j'écris ces mots, semblaient n'être qu'un leurre, j'avais encore beaucoup de mal à m'avouer la profondeur presque inquiétante des questions que j'ai pu me poser l'hiver dernier. Il y avait parfois comme une brume au-dessus de ma tête. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais elle semblait vouloir m'empêcher de bouger. Comme si elle avait l'espoir de ne pas se dissiper. Je crois que je viens de trouver une petite route qui va m'emmener droit sur la mer en face. Ça a l'air d'être magnifique. Plus tard, je découvrais la facilité d'accès à de multiples bords de mer directement par la route.
Ça semblait clairement être l'une des grandes forces de la NC500. Et j'avoue que j'étais pas déçu. Et puis, on peut pas se mentir, qui ne rêverait pas d'avoir sa propre plage privée ? NC500 John O'Groats. Pour tous les touristes anglais, c'est un endroit un peu mythique que nous on connaît quasiment pas, quoi. Ça n'a rien de populaire chez nous parce que c'est l'endroit le plus éloigné au nord du Royaume-Uni, même s'il y a quand même quelques îles juste au-dessus où tu es obligé de prendre un ferry, mais c'est trop chouette. Et voilà le fameux panneau John O'Groats. John O'Groats, situé à l'extrême nord-est, est souvent, et à tort, considéré comme le point le plus septentrional de la Grande-Bretagne. Un titre qui revient en réalité à Dunnet Head, un peu plus à l'ouest. Ce petit village pittoresque est surtout célèbre pour marquer l'une des deux extrémités du parcours mythique Land's End to John O'Groats, qui traverse toute la longueur du Royaume-Uni, sur plus de 1400 km. Et voilà, c'est à ça que ressemble John O'Groats. Donc là, on a plein de destinations, en tout cas des directions. New York, c'est par là. Édimbourg, c'est par là. Orkney et Shetland, c'est par là. À 152 miles. Donc voilà, c'est la première grosse étape de mon voyage en Écosse. L'origine du nom remonte à Jan de Groot, un Hollandais établi ici au XVe siècle, qui assurait la liaison en bateau entre l'Écosse et les îles Orcades. Pour éviter les querelles entre ses 7 fils, il aurait construit une maison octogonale avec 8 portes et une table ronde, chacun y ayant sa propre entrée et sa place équitable. John O'Groats est aussi entré dans l'imaginaire des voyageurs à moto grâce à un certain Ewan McGregor. En 2007, l'acteur écossais et son ami Charlie Boorman y firent une halte marquante au début de leur périple Long Way Down qui les mena jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Le choix de cet endroit comme point de départ symbolisait leur attachement aux terres écossaises, un clin d'œil personnel pour McGregor, enfant du pays. Cette histoire a contribué à faire de John O'Groats une sorte de lieu de pèlerinage pour les aventuriers motorisés. Allez, bye bye John O'Groats. Donc là, j'ai 2h30 de route. On va bien rouler. Le réservoir est plein. Et puis c'est parti, quoi. Et puis, alors que j'étais encore bercé d'illusions, Ah, j'ai senti des gouttes d'eau. Ah non, 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 non. Ah. allez, c'est sous un ciel qui s'assombrit que je m'enfonçais dans l'extrême nord de l'Écosse. Rouler sous un ciel gris, j'ai décidé il y a bien longtemps que ce n'était pas grave. Je dirais même que ça pourrait être une leçon d'humilité. Voilà, ça pour moi c'est l'Écosse. Là on y est. En espérant que demain, ça s'éclaircisse un peu. Lorsque le soleil a déserté, j'aime l'idée qu'il emporte avec lui l'illusion que le voyage doit forcément ressembler à une carte postale. Ah, j'ai l'impression de revivre l'angoisse du Montana, où j'ai roulé dans un truc comme ça, hyper menaçant. Ah, c'est fou. C'est la copie conforme du Montana. Incroyable. Et malgré tout, c'est à bien plus qu'une carte postale que je vais avoir droit. Regardez plutôt. Built within the blood, the hope for redemption is felt in every flood. I brought you to the river. Mais qu'est-ce que c'est que cette route? Dites-vous que le plaisir n'a pas toujours besoin d'un ciel dénué de nuages et concentrez-vous sur l'arrivée. Au sec si possible. Oh la claque!
Et c'est avant d'atteindre mon auberge chez Rob que j'ai compris la grandeur des Highlands. You got me hurted, you got me worried. A long distance lovers fight. You got me aching, you got me waiting. Oh, I'm wide awake at night. Fruit d'une histoire géologique tumultueuse de plusieurs centaines de millions d'années, cette région est principalement composée de roches métamorphiques très anciennes, comme le gneiss de Lewis, parmi les plus vieilles d'Europe. Ces reliefs spectaculaires ont été sculptés par la collision de continents, puis par l'érosion glaciaire, laissant derrière eux des vallées profondes, des lochs sinueux et des montagnes escarpées. Got me sitting in dark fields without a light. You've got me walking, please keep on talking. Oh, I'm wide awake at night. C'est plutôt fatigué que j'ai profité d'une bière et d'un repas seul. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas envie de parler avec qui que ce soit. Me questionnant en permanence sur la période que je traversais, la solitude était probablement ma seule amie. Que j'aurais en temps normal plutôt souhaité infidèle. À l'extrême nord, dans une Écosse d'avant les cartes, s'ouvre la grotte de Smoo. Sculptée par les marées et la pluie depuis des millénaires, cette cathédrale naturelle fut tour à tour le refuge de marins entre deux légendes. C'est ici qu'aurait vécu Donald McMurdo, une silhouette sortie du brouillard de l'histoire. Contrebandier pour certains, tueur pour d'autres, McMurdo avait la réputation d'être colérique, susceptible, mais diablement rusé. Il portait toujours la même cape sombre, lourde, usée au col, et une ceinture de cuir où pendait une épée qui n'avait rien de décoratif. Se servant de la grotte pour cacher ses marchandises illicites, il y attirait les voyageurs et inspecteurs esselés un peu trop curieux, les berçait de promesses d'un abri au coin du feu, avant de les noyer dans le bassin intérieur, afin que personne ne découvre ses possessions secrètes. Encore de nos jours, certains affirment avoir vu, à la lueur d'une torche, une ombre glisser contre la paroi, ou entendu un murmure s'élever du gouffre alors qu'il n'y avait que le vent. L'âme de McMurdo n'aurait jamais quitté les lieux, condamné à errer, le laissant éternel geôlier de sa propre planque. La légende raclait la roche, suintait le sel et le sang. Je fus impressionné par cette ambiance obscure et dépaysée, sans le moindre doute. Avant de reprendre la route pour attaquer la côte ouest vers le sud, Rob, le gérant de l'auberge, est venu me parler. Et je dois dire que, vu mon côté un peu ours ces jours-ci, ça n'a pas dû être facile. Il vit ici la moitié de l'année et s'occupe de gens de passage comme moi. Pour le reste, c'est marrant parce que il le passe sur la route. Et le hasard fait bien les choses, parce que quelques mois plus tôt, nous étions au Monténégro au même moment. Plutôt marrant. Alors que je ne m'y attendais pas, ces quelques échanges m'ont fait plaisir. Cher Rob, je ne sais pas si tu verras ce message, mais je te remercie d'être venu me parler. Ok, bon ce Rob là, il était hyper sympa. Quoi qu'il en soit, c'est sous un ciel menaçant que je prenais la route en direction du sud. Ah, je pense que c'est une des plus belles vues que j'ai eues depuis le début là. Oh là là, c'est trop beau. C'est après quelques minutes que j'ai fait face à l'immensité des Highlands. Et voilà, j'entame ma redescente par le côté ouest.
y a un vent, mais c'est incroyable. Et là, le spectacle est juste phénoménal. Ah, on va fermer le casque, c'est mieux, hein. Ah la vache, le vent! Et puis, ce qui devait arriver, arriva. On n'y voit pas grand chose. Putain, si la météo est bonne demain matin, je reviens. Ah, c'est sûr. Elle est fabuleuse la route là. Ouh. Oh putain de merde! J'en ai pris plein la figure comme rarement auparavant. Alors oui, je sais, ça je le dis souvent. Mais cette fois, eh bien, je n'avais vraiment pas envie de me battre. Et vu comme c'était parti, ça allait durer des heures entières. Eh, par contre, hein, les gants chauffants et imperméables, ça a un prix, mais ça n'a pas de prix. Hein. C'est... Les mains, c'est probablement ce qu'il y a de plus douloureux quand il fait froid ou qu'il pleut. Hein. Cet hiver, j'ai traversé une période difficile. Quelque chose dont, comme pour beaucoup, je me pensais préservé. Je sais pas pourquoi, mais depuis quelque temps, à chaque fois que je pars, j'ai l'impression que ça va être la dernière fois. Ça me fait ça depuis, je pense, les États-Unis. Et bizarrement, ça continue. J'ai toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose qui va faire que, tac, c'est terminé. On se réveille un jour sans envie, on avance sans but. Et le monde, pourtant intact, semble s'être éloigné de quelques mètres. Tout est là, mais rien ne se touche. Et parfois, même respirer donne l'impression d'un effort qu'on ne comprend plus. Je me suis posé des questions profondes. J'en suis même venu à ressentir le parfum de l'inutilité, que ce soit sur Terre ou dans notre société. C'est assez effrayant. On entend les rires du monde, comme depuis l'autre rive d'un lac, mais j'étais trop loin pour y répondre. Même les choses aimées perdent leur goût, comme un thé qu'on aurait oublié d'infuser. Il se passe rien de grave, mais pourtant, tout semble peser. L'élan manque, comme si l'on avait un manteau trempé sur les épaules, un de ceux qu'on ne peut ni enlever ni faire sécher. Alors on s'assoit, on attend, sans trop savoir pourquoi. Et vous savez, lorsqu'on traverse ces moments, le plus difficile est probablement de ne pas réussir à faire ressentir la même sensation de vide à ses proches. Alors, certainement pas pour leur faire du mal, non, mais pour qu'ils comprennent que tu ne joues pas. Et voir la déception dans le regard des siens quand ils réalisent qu'ils ne peuvent rien faire pour toi et que les mots ne suffisent pas, c'est un des sentiments les plus déstabilisants que j'ai pu traverser. C'était comme tomber d'une falaise sans pouvoir attraper la corde, une forme d'impuissance, une condamnation. Alors, j'ai toujours le voyage à moto dans tout ça. Oui, mais... Et s'il n'était plus capable de me sauver la vie? Et si je perdais le goût de l'autre, du voyage? Quoi qu'il en soit, même bourré de questions, mon outil, lui, eh bien il était là, non loin de moi. Cette moto était comme une boussole dont j'étais l'aiguille, où moi seul était capable de montrer la direction. Peut-être était-ce un signe que je n'étais pas totalement perdu, qui sait? C'était au son du vent frappant les vitres de ma chambre que je m'endormais, au bord du Loch Assynt, terre du clan MacLeod, la 3e légende.
Bordé des ruines du château d'Ardvrek, le Loch Hyacinthe semblait hors du temps. Ses eaux sombres dormaient sous un ciel en colère. Et pourtant, ce silence dissimule une histoire de larmes, mais surtout de trahison. La légende raconte qu'un seigneur du clan MacLeod, assoiffé de pouvoir, fit appel à des forces surnaturelles. Il invoqua une créature des eaux, une sirène née des profondeurs du Loch, aux cheveux d'algues et aux yeux pâles comme la lune. Afin d'obtenir une toute-puissance, il lui promit son amour sincère. Séduite, elle lui confia une part de sa magie, pensant avoir trouvé en lui un cœur fidèle qui lui permettrait de devenir enfin humaine. Mais l'homme oublia sa promesse dès que gloire fut sienne. Il la repoussa, la renia et la livra au silence total. La légende raconte que par vengeance, la sirène maudit les fondations même du château. Les pierres commencèrent à se fendre, Ardvrek tomba lentement, comme rongé de l'intérieur. Depuis, lorsque la brume descend sur le Loch, certains apercevraient une silhouette figée dans l'eau, les cheveux flottant comme des algues dans le courant. Elle attend, dit-on, non pas le pardon, mais qu'un homme, un seul, tienne enfin parole. Et juste à côté du lac d'Hyacinthe se trouve un cimetière, pas comme les autres, et je vais vous expliquer pourquoi. En 1986, un film est sorti au cinéma et a eu un succès planétaire. Ce film, c'était Highlander. Après, il a eu quelques suites qui ont été plus ou moins réussies, avec une série qui était un peu cheap, mais qui a quand même obtenu son statut un peu culte. Le personnage principal, qui s'appelait Connor MacLeod, du clan des MacLeod, était un personnage fictif, mais très largement inspiré d'un véritable clan, le clan MacLeod, qui est en majeure partie enterré juste ici, au bord du lac d'Hyacinthe, en plein milieu de nulle part, dans les Highlands complètement paumés, et on a l'impression que c'est à peine entretenu et tout le monde s'en fiche un peu. Moi, je me sens quand même un petit peu privilégié d'être ici. Ouais, privilégié. Je pense que c'est le bon mot. La pluie menaçait à nouveau, mais cette fois, attendre n'était pas une option. Je suis alors allé voir un endroit que j'avais laissé tomber la veille. J'ai alors pris la route vers la cascade d'Alchcraned. J'ai marché sous des trompes d'eau. J'ai avancé sans que la moindre parcelle de ma tenue ne reste au sec. Mais, franchement, ça a été dur. Il n'y avait absolument personne. Et qui voudrait se balader ici avec ce temps ? Putain, mais ça glisse, c'est dangereux. Et après avoir manqué de me tuer plusieurs fois, Austin, Texas, mattress on the floor. Dieu que ça valait le coup. Incroyable. Incroyable. Et j'ai eu l'expérience écossaise que j'attendais tant. C'est un truc de fou. Alors j'ai géré, parfois même avec le sourire, jusqu'à ce que je tombe sur une lueur d'espoir, alors que je n'en attendais plus. Puis, j'ai été témoin d'une beauté certaine, jusqu'à ce que je touche du bout du doigt à l'extraordinaire. Cette route serpentine avait une sacrée allure, probablement la plus belle de mon voyage. Inscrite dans un panorama unique, elle faisait presque penser à un tableau de maître. Elle donnait alors la sensation de me happer, comme si elle voulait m'offrir une échappatoire, une porte de sortie pour fuir l'obscurité. Magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle une lueur d'espoir. Lost my scissors, my comb and my style.
and how he watched us at the table there as we caught up on our winning wares. Our escapades, Et finalement, c'est après un peu plus de 1000 km déjà que j'ai terminé la North Coast 500. Ayant écourté ma route à cause de la pluie 2 jours plus tôt, j'avais encore 24 heures devant moi avant de rentrer. La météo semblait s'améliorer. Il m'était alors difficilement envisageable de rater l'île de Skye, même si elle ne faisait pas partie de mes plans à la base. Et vous savez quoi ? Eh bien, j'y suis allé. Parce que, oh oui, j'en ai des choses à voir aujourd'hui. J'en ai des choses à voir. C'est parti ? Le soleil était plus beau que jamais. J'ai découvert de somptueuses vallées aux couleurs si particulières. J'ai vu un bord de mer spectaculaire, puis le rocher Holman of Storr qui m'a laissé littéralement sans voix. Après, j'ai tracé vers ce qui allait être l'une des plus belles cascades que j'ai vues de ma vie. Et puis, j'ai continué vers la lumière, toute la journée, en me disant que c'était peut-être la solution. J'ai continué parce qu'il le fallait. J'ai continué parce que je n'avais pas d'autre choix. Parce que lorsque le moteur s'arrête, c'est mon cœur qui s'éteint. Lorsque j'ai commencé à écrire en 2017, on m'a offert l'un des conseils les plus justes que j'ai jamais reçus. Écris comme si personne ne regardait au-dessus de ton épaule. Je dois l'avouer, je ne l'ai pas toujours respecté. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. Écrire vrai, aller au fond, toucher au profond. Parce qu'on ne peut pas toujours tout dire, parce qu'on n'ose pas, parce que des gens écoutent. Et parce que la vérité, parfois, eh bien, elle effraie, terriblement. Vous savez, j'ai beau avoir parcouru des milliers de kilomètres, vécu des voyages qui m'ont profondément transformé, je crois que ce sont ironiquement ces 1000 kilomètres en 5 jours qui m'ont rappelé une évidence totale. Le poids de l'honnêteté. Être honnête, c'est être authentique. Et ce n'est pas seulement important, c'est un devoir, une nécessité. Être authentique, ce n'est pas seulement s'écouter, c'est faire un doigt d'honneur à ce qui nous emmerde. C'est aussi dire à ses parents qu'on les aime, et c'est décrocher tout de suite lorsqu'un ami appelle. Également, c'est se souvenir à chaque instant que rien ne dure, que demain, tout, absolument, tout peut s'arrêter. Être authentique, c'est savoir se contenter sans se priver de rêver. Et peut-être, je dis bien peut-être, que c'est aussi avoir le courage d'explorer ses parts d'ombre pour commencer par les comprendre avant de vouloir les combattre. Et affronter son obscurité,
c'est faire face au plus grand des combats, but it's silence I can't stand. celui contre soi-même. Cette aventure n'avait rien d'ordinaire, ni dans sa géographie, son itinéraire, dans ses questions et même son but. Et ce dont je suis certain, c'est qu'au cœur de ce voyage, j'ai rarement été aussi honnête avec moi-même. Et ça, eh bien c'est une première victoire. Et de ce fait, il était totalement nécessaire. Et ça n'a absolument rien d'une légende. We baptize every step. Et à la question « Est-ce que je vais mieux ?», je propose qu'on en reparle bientôt, quand je serai dans le Grand Nord. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt. You got me hurting, you got me worried. The long distance lovers fight. You got me aching, you got me waiting. Oh, I'm wide awake at night. Hop là! Allez, c'est pas grave. Ah ouais!